Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, c'est Science Publique, votre rendez-vous de débat et de reportage. On est ensemble du lundi au jeudi à 18h et 22h pour donner du sens à l'actualité grâce à nos invités experts et grâce à la rédaction de Public Sénat. Et voici le sommaire de ce 22 novembre. C'est une étape majeure dans le conflit Israël-Hamas, la promesse de libération de 50 otages de l'organisation terroriste en échange de 4 jours de trêve et de prisonniers palestiniens. Qui est à la manœuvre des négociations? Y aura-t-il des Français parmi les femmes et les enfants libérés? Est-ce le premier signe d'une sortie de crise? On répond à toutes ces questions dans une minute. Et puis pour notre second débat, volontairement décalé de l'actualité, je vous propose de revenir sur cette affaire d'étoiles de David taguées sur les murs de Paris fin octobre, une affaire derrière laquelle plane l'ombre de la Russie. Pourquoi les intéressés n'ont-ils pas fait l'objet de poursuites pénales? Pourquoi ont-ils simplement été expulsés? Que savez-vous de leurs commanditaires dont la presse semble unanime à désigner les services de renseignement russes? D'autres actions similaires de la part de ces mêmes services ont-elles été identifiées au cours de ces dernières années? Quelle forme prend cette ingérence russe? Comment se défendre face aux opérations de déstabilisation de la Russie, mais aussi d'autres puissances étrangères? La France est-elle enfin sortie de l'ère de la naïveté? Réponse dans 3 quarts d'heure. Mais d'abord, donc, les détails de l'accord validé par le gouvernement israélien, un accord fragile. Fabien Recker. C'est un premier signe de répit après plus de 6 semaines de guerre. 50 otages du Hamas, des femmes et des enfants, doivent être libérés à partir de jeudi, en échange d'une trêve de 4 jours dans les combats à Gaza et de la libération de 150 prisonniers palestiniens. L'accord a été annoncé dans la nuit de mercredi par le Qatar, à la manœuvre pour faire aboutir les négociations. Un accord salué par l'ensemble de la communauté internationale, de Washington à Pékin, mais dont l'annonce a été accueillie avec des sentiments mitigés par la population israélienne. Tout le monde a beaucoup d'espoir, surtout de voir les enfants rentrer chez eux. Chaque personne qui rentrera est très importante pour nous. Mais notre crainte, c'est que cette trêve ne donne au Hamas le temps de se réorganiser et qu'au bout du compte, on le paye avec encore plus de soldats israéliens tués. Quelques 240 personnes ont été capturées et prises en otage lors de l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre. Parmi elles, au moins 8 otages français. Pour leurs familles, l'espoir qu'ils soient parmi ceux qui seront libérés est immense. Nous espérons qu'il y a des Français parmi eux, et même si possible parmi le premier groupe qui va être libéré, puisque ce doit être grâce à une trêve des libérations étagées. Nous l'espérons. J'ajoute, nous y travaillons. Et nous travaillons d'arrache-pied, c'est vraiment notre première priorité depuis le début. L'accord entre l'État hébreu et le Hamas prévoit de nouvelles trêves de 24 heures, à chaque fois que 10 otages supplémentaires seront libérés. Côté palestinien, la majorité des candidats à une libération sont des adolescents, selon une liste publiée par Israël mercredi. On dévoile les dessous d'un accord fragile avec Laurence Haïm. Bonsoir. Vous êtes journaliste, ancienne correspondante en Israël et aux États-Unis. Bélir Nabli, bonsoir et bienvenue à vous. Professeur de droit à l'UPEC Paris 12, consultant international au cabinet Lysias Partner. Et vous publiez Relations internationales, droit, théorie et pratique aux éditions Pédone. David Rigoulet-Rose, bonsoir et bienvenue. Chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique, chercheur associé à l'IRIS et rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. J'accueille également en duplex depuis Tel Aviv, Julien Baloul, qui est spécialiste de la société israélienne, ancien journaliste, ancien porte-parole de Tzahal. Bonsoir à vous, Julien, et Mathieu Croissando, éditorialiste politique. Bonsoir, Mathieu. Bonsoir. Laurence Haïm, tout le monde espère les premières libérations d'otages demain. Est-ce garanti ou faut-il rester prudent? On a titré sur un accord fragile. Alors, je vais avoir l'attitude américaine et les diplomates américains, en l'occurrence Anthony Blinken, mais aussi le président Biden, ne cessent de répéter que tant que ce n'est pas fait, rien n'est fait. Donc, il faut rester prudent. Visiblement, il y a un accord qui a été trouvé, mais on ne les a pas encore vus, ces otages. C'est un accord qui va s'étaler sur plusieurs jours, qui va, comme Catherine Colonna vient de le rappeler, être étagé sur 4 jours, des groupes de 10 qui devraient sortir 10 par jour. Et c'est très long dans la situation internationale actuelle, 4 jours. Tout peut arriver.
Que se passe-t-il si d'un seul coup, il y a des attaques au nord d'Israël? Que se passe-t-il si des groupes ne veulent pas de cet accord? Pour le moment, il y a un accord qui a été trouvé. Les otages sont toujours à Gaza. Dans quelles conditions, avec une logistique très compliquée, vont-ils sortir? On le verra. Restons prudents. C'est une bonne nouvelle, mais tant que c'est pas fait, ce n'est pas fait. David Rigoulet-Rose, il faut aussi rappeler qu'il y a une action juridique possible en Israël. Il y a de toute façon un délai de 24 heures, c'est ce qu'on a compris. Oui. Déjà, il fallait obtenir l'aval du cabinet de guerre pour avaliser pour finaliser l'accord. Et puis effectivement, il y a un recours possible pour les familles. C'est très compliqué, compte tenu du fait qu'il s'agit d'une organisation terroriste et qu'ils peuvent effectivement faire un recours. Mais il est vraisemblable que ça sera, de toute façon, c'est paramétré pour que l'accord soit quand même effectif. Donc, vraisemblablement, il devrait être mis en œuvre à partir de demain. À partir de demain matin, c'est en tout cas les informations qu'on a en cette fin d'après-midi. Belir Knabli, comment cette question des otages, elle est devenue ou redevenue prioritaire? Ça, c'est aussi intéressant à analyser, à décrypter. Oui, c'est clair. En fait, il y a deux dimensions. D'abord, il y a une dimension internationale dans la mesure où l'accord est aussi le produit d'un dispositif diplomatique, puisqu'il y a différentes parties prenantes. C'est pas Israël et le Hamas qui seuls ont réussi à conclure un tel accord. Et on parlera du rôle du Qatar en détail un peu plus tard dans ce soutenu par les États-Unis et l'Égypte, on y reviendra. Et puis, du point de vue interne, ce qui est remarquable, c'est la montée en puissance de cette question au sein de l'opinion publique israélienne, sachant que dans un tout premier temps, le gouvernement israélien, sa tendance, sa propension était de placer finalement cette question à un statut finalement secondaire. La priorité, c'était l'offensive militaire avec l'objectif de destruction du Hamas. Puis progressivement, il y a eu cette donnée à la fois humanitaire et qui renvoie aussi à la capacité des familles de s'organiser, à se faire entendre. Ce qu'ils ont réussi à faire, y compris à l'échelle internationale, parce qu'il y a beaucoup de binationaux. Et là, pour le coup, le gouvernement israélien n'a pas pu faire fi de cette réalité-là. Et ça a pu participer à l'accord d'aujourd'hui. Ouais. Julien Baloul, cet accord, est-ce qu'il fait l'unanimité? Alors, on a parlé du cabinet de guerre, il y a l'aspect politique, mais même au sein de l'armée israélienne, est-ce qu'il y a eu des voix qui se sont élevées pour dire non, c'est trop tôt, ou non, ça va permettre au Hamas de regrouper ses forces? Oui, je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit en plateau sur le fait que c'était pas vraiment au début la priorité, puisqu'au début la priorité c'était vraiment qu'il fallait donner un gros coup militairement au Hamas, et l'estimation au sein des services de sécurité était que tant que le Hamas ne sera pas sous une pression militaire, on ne pourra pas être en position de négocier avec eux un accord visant à la libération des otages. Donc c'est vrai que ce qui a été dit est très vrai. Il y a eu une bataille de l'opinion pour convaincre, pour que l'opinion publique israélienne soutienne un éventuel accord, pour également qu'il y ait eu un rassemblement ce week-end avec 30 000 personnes à Jérusalem, c'est important en temps de guerre. Et d'un point de vue, disons, crainte sécuritaire, le traumatisme, si vous voulez, c'est la libération de Gilad Shalit en 2011. Où à l'époque, Israël libère plus de 1000 Palestiniens, dont certains avaient du sang sur les mains, et dont beaucoup sont devenus des terroristes par la suite, dont certains ont participé au pogrom du 7 octobre. Là, à l'heure actuelle, dans le premier, en tout cas le premier groupe de Palestiniens qui va être libéré, il n'y a personne qui a été condamné pour avoir du sang sur les mains, pour avoir commis un attentat. Il y en a qui ont participé, il y en a qui, par exemple, jeté des jerrycans d'essence sur des soldats, qui ont tenté d'attaquer, mais personne encore n'a de sang sur les mains, donc c'est plus acceptable pour l'opinion. Ouais. Je vous repose la question, vous n'avez pas tout à fait répondu sur des voix discordantes au sein de l'armée, sur la décision de passer cet accord et finalement d'octroyer 4 jours de trêve. Ouais, alors ouais, exactement. Vous avez raison de me reprendre là-dessus. Il y a deux choses. Certains estiment, je vous disais, la crainte que certains de libérer rejoindre le terrorisme. Et sur les jours de trêve, vous avez raison. Certains estiment qu'à partir du moment où Israël cessera les combats, stoppera ou suspendra, ça sera très difficile de reprendre derrière. Pourquoi? Parce que d'une part, les familles qui n'auront pas vu leurs proches libérés vont dire « mais et nous ? Pourquoi est-ce que vous arrêtez maintenant ?» Vu que normalement il y a 10 libérés après 24 heures de chaque trêve, de trêve, on l'a dit un instant. Donc les familles des otages qui restent à l'arrière vont mettre la pression. De deux, au niveau de la pression internationale, lorsqu'on va enfin s'habituer à des accalmies, lorsque tous les Israéliens pourront vivre dans le calme et que les Palestiniens de Gaza pourront accéder à toute l'aide internationale, etc., ça va être très dur de reprendre les combats. Et d'autre part, il faut savoir que jusqu'à présent, l'essentiel des opérations de l'armée israélienne se faitait sur le nord de la bande de Gaza. Or, on sait que fatalement, l'essentiel du Hamas s'est déplacé maintenant vers le sud. Et donc l'armée a dit, on n'a pas terminé le travail. Ouais. Si l'objectif est de détruire le Hamas, l'objectif n'est pas atteint.
Merci beaucoup, Julien Baloul. Je vous redonnerai évidemment la parole plusieurs fois dans ce débat. David Rigolet-Rose, c'est quoi la stratégie du Hamas 50 otages, je dis, on le sait, il y en a autour de 240. Donc. Elle est très élaborée parce qu'initialement, il y avait la demande qui était maximaliste, c'était de libérer tous les prisonniers palestiniens incarcérés en Israël. Et puis, ils ont changé de posture. Ils sont rentrés dans une logique transactionnelle par égrénage. Alors justement, on peut penser que c'était parce qu'ils avaient été mis en position de faiblesse sous la pression militaire de l'opération, ce qui n'est pas exclu. Mais en même temps, c'est très élaboré parce qu'ils vont mettre le gouvernement au pied du mur par rapport aux familles. En égrénant justement successivement avec le principe de la reconductibilité potentielle de la trêve, qui permet au Hamas potentiellement de se réorganiser. C'est bien ça, c'était le problème du délai était essentiel, c'est pour ça que les 5 jours ont été refusés. 3, c'était insuffisant, 5, c'était trop pour Tsahal, donc on a coupé la poire en deux en acceptant 4. Mais évidemment, le Hamas, de toute façon, n'a pas l'intention de libérer tous les otages, parce qu'il se dessaisit à ce moment-là d'un joker. Donc c'est incontestablement, c'est une pression qui est mise sur la société israélienne, mais sur le gouvernement israélien, et il y a une logique du faible au fort, mais qui peut être efficace en diluant sur le temps. Laurent Saïm, que sait-on des conditions de détention de ces otages? Certainement pas facile de répondre à la question. C'est pas facile, mais il y a une femme qui a parlé, qui a été libérée, qui est une vieille dame de 85 ans, qui a tenu une conférence de presse et qui a expliqué de manière très précise son expérience. Alors, on ne sait pas si c'est l'expérience de tous les otages, parce qu'on ne sait pas évidemment si tous les otages ont été au même endroit. Beaucoup disent qu'ils ont été séparés, qu'ils ont été dans des tunnels différents ou des lieux différents. En tout cas, cette vieille dame racontait comment elle avait marché pieds nus avec des gens qui avaient des bâtons, qui hurlaient sur elle, qui tapaient sur elle, qu'elle a marché plusieurs kilomètres, que quand elle est arrivée dans les tunnels, elle est descendue très profondément dans le tunnel, qu'elle a été mise dans une salle qui était entièrement préparée, avec des lits qui étaient déjà là, ce qui prouve le niveau de sophistication. Elle racontait qu'elle avait un repas par jour avec de la pita, des concombres qui étaient donnés et qu'elle mangeait en même temps que ses ravisseurs. Elle racontait aussi qu'elle avait accès à des médicaments et qu'un médecin venait 2 à 3 fois par semaine vérifier l'état de santé des otages. Mais elle racontait quand même que ces conditions de détention étaient extrêmement difficiles et bien évidemment, elle est toujours hospitalisée à l'heure actuelle et sa famille dit qu'elle est encore à 85 ans traumatisée par ce qui s'est passé. Oui, vous racontez notamment ces histoires-là dans votre newsletter Otages sans frontières. Je voudrais qu'on parle des prisonniers palestiniens, puisqu'on l'a bien compris, dans cet accord, il y a les jours de trêve et aussi la libération de prisonniers palestiniens. Je vous propose de regarder ces chiffres qui nous viennent d'une ONG israélienne qui s'appelle Amoked. 6700 prisonniers, dont 2300 personnes condamnées, 2300 en attente de procès et 2000 en détention administrative. Donc ce sont a priori des personnes qui sont détenues sans charge pour une période indéfinie. Belir Nabli, est-ce qu'il y a depuis cet octobre beaucoup de ces arrestations préventives, c'est le terme qu'il faut employer? Oui, en particulier du côté de la Cisjordanie. Mais ce n'est pas nouveau, pour le coup. Et il y a un élément très intéressant. Ça s'est accéléré depuis le 7 octobre Officiellement, ça vise des membres du Hamas, des gens qui seraient liés au Hamas. Oui. Le problème, c'est qu'encore une fois, le conflit dans sa complexité n'a pas débuté le 7 octobre. Et le phénomène dont vous parlez, en particulier celui de la détention administrative, c'est-à-dire finalement, comme vous l'avez dit, une détention sans charge claire et sans garantie d'un procès équitable, relève d'une justice arbitraire qui n'est pas digne d'un état de droit démocratique. Et là, c'est un élément tout à fait signifiant, parce que on ne peut comprendre cette réalité-là que si on garde à l'esprit qu'on a affaire à un État de droit tel qu'il se présente, mais qui est un État colonial aussi, et peut-être même d'abord et avant tout dans ses rapports avec les Palestiniens. Alors, et comment c'est vécu donc concrètement par les Palestiniens? C'est vécu, ces prisonniers sont perçus comme des otages d'une certaine manière. Je parle des prisonniers qui relèvent de la détention administrative, dans la mesure où on ne sait pas ce qu'ils ont fait, il n'y a pas de preuve de leur responsabilité pénale. Donc là, il y a un vrai élément intéressant, parce que vous aviez posé la question de savoir mais que fait le Hamas
quelle est la stratégie du Hamas? Côté israélien aussi, il y a une forme d'instrumentalisation de ces personnes détenues arbitrairement, notamment à l'occasion de telles négociations. Laurent Saïm. Alors moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, parce que je crois que être capturé quand on est dans sa maison en train de prendre son petit déjeuner et qu'on est emmené de force sur une moto avec, comme cette dame de 85 ans le décrivait, des gens qui vous tapent avec des bâtons et qui vous font marcher pieds nus quand on est un civil, c'est pas du tout pareil que quand vous êtes arrêté dans une manifestation parce que vous jetez des pierres. Il y a un problème évidemment de détention et de conditions de détention fait par l'armée israélienne. Récemment, il y a eu en tout cas une offensive en Cisjordanie importante des forces spéciales israéliennes qui, basées sur des renseignements, sont allées dans des lieux comme Tourkarem et on sait historiquement depuis 2003, 2004, 2006 et même avant et même 2014 que Tourkarem, il y a eu beaucoup de cellules qui se créaient pour faire des attentats contre Israël. Donc vous dites quoi? C'est pas forcément arbitraire, c'est ce que j'entends en fait. Il y a des opérations ciblées pour essayer de démanteler des cellules prêtes à commettre des attentats en Israël. C'est pas nouveau. Après, comment ces raids sont opérés? On peut critiquer la manière dont les Israéliens opèrent, mais pour les Israéliens, c'est aussi une manière de se protéger contre des attentats en arrêtant des gens. Et ils sont persuadés que ces gens pourraient commettre des attentats en Israël. C'était un peu l'argument des États-Unis avec Guantanamo, quand même. Alors, Guantanamo, c'est différent, oui. C'était préventif, parfois avec des charges ou sans, parfois... C'est pas la même chose. C'est une zone de non-droit. Encore une fois... Est-ce que c'est une limite de la démocratie israélienne? On peut se poser la question quand même. Je redonne la parole à Birin Nabli, ensuite Julien Baloul veut intervenir. Non seulement ça relève d'une justice préventive, mais pire, je dirais presque, c'est qu'il n'y a pas de garantie de procès. C'est-à-dire que les gens sont jetés en prison, ne savent pas quand est-ce qu'ils vont être jugés, et ils ne savent pas pourquoi ils sont emprisonnés. Donc c'est quand même une logique quand même qui échappe à une forme de... Alors justement, puis je ne voudrais pas qu'on y passe non plus trop de temps, parce qu'il y a beaucoup de thématiques à aborder, mais je laisse terminer. Ça relève d'une rationalité qui n'est pas celle de l'état de droit, tout simplement. Allez, Julien Baloul, vous voulez intervenir là-dessus, répondre peut-être à Birin Nabli? Je vais être très précis et très court. Il faut juste prendre en compte, on ne peut pas comparer ça à Guantanamo. Déjà, Guantanamo, c'était, je rappelle, une guerre qui ne se passait pas à 10 km de Washington ou à 30 km de Washington. Là, on parle d'une menace terroriste qui est à 50 minutes de ma maison. Il y a de personnes qui peuvent se faire exploser dans l'abri de bus en bas de chez moi. C'est une menace qui est bien plus concrète. Donc, ce n'est pas tout à fait comparable de nulle part. D'autre part, les arrestations administratives dont vous parlez sont limitées dans le temps. Loin de moi l'idée de défendre une certaine politique en Cisjordanie contre laquelle je me suis exprimé, contre laquelle j'ai manifesté, mais soyons tout de même précis, ce n'est pas Guantanamo, c'est une vraie menace terroriste qui est présente à quelques kilomètres de notre maison, à quelques kilomètres de notre maison, et c'est limité dans le temps. Merci Julien Baloul. On va parler du rôle du Qatar, comme promis, c'est aussi un aspect important de ce débat. Et je vous propose d'entendre, pour lancer ce chapitre, la réaction du Premier ministre qatari. Alors c'était il y a 3 jours, il parlait des négociations en cours. Nous nous sommes concentrés sur ces négociations au cours des 4 ou 5 dernières semaines. Nous avons essayé tous les moyens possibles afin de garantir la libération des civils. Nous traitons tous les êtres humains de la même manière. Les civils sont des civils, qu'ils soient du côté israélien ou du côté palestinien. Alors, on va évidemment continuer de rester prudent en cette fin d'après-midi. Il n'y a pas encore eu de libération d'otages. On n'a pas encore vu les premiers otages sortir de la bande de Gaza. Mais quand même, David Rigolet-Rose, ça marque une forme de victoire pour le Qatar, ce qui est en train de se passer? Le Qatar a mis beaucoup de son crédit dans le processus de négociation, c'est incontestable. D'abord, les premières libérations étaient aussi le fruit de négociations menées sous la houlette du Qatar. Et le Qatar est objectivement incontournable. Tout le monde se tourne vers le Qatar, tout simplement parce qu'il est en mesure de parler avec toutes les parties et de parler directement. Non pas indirectement, mais directement. Il peut parler directement avec le Hamas parce qu'il y a le bureau politique qui est à Doha, avec Ismaël Haniyeh, donc il y a un contact personnel. Il parle évidemment aussi avec les Israéliens parce qu'il faut rappeler quand même qu'il y avait un accord tacite pour les 30 millions de dollars par mois qui arrivaient dans la bande de Gaza, dans l'enclave, avant le 7 octobre.
octobre. Oui, le Qatar finançait c'était tout à fait les fonctionnaires palestiniens. Les fonctionnaires palestiniens et les infrastructures médicales, civiles, etc. Avec l'accord de avec l'aval israélien, ça arrangeait tout le monde, d'une certaine manière. Et en plus, le Qatar a un lien privilégié avec les États-Unis, puisque les États-Unis ont une des principales bases au Qatar, qui s'appelle l'USNCOM, qui est sur la zone Moyen-Orient, Asie centrale. Et c'est un partenaire stratégique privilégié. Donc, évidemment, le Qatar est au centre de toutes les attentions, compte tenu des possibilités qu'on lui attribue, qui ne sont pas négligeables, évidemment. Et donc, il se fait fort, effectivement, de faire valoir son rôle incontournable. Laurent Saïm, les liens entre le Qatar et les États-Unis, ce sont d'abord des liens de business, où ça permet aussi de faire beaucoup de politique. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Aux États-Unis, il y a une expression qui est toujours rappelée par les diplomates, « money is talking ». Les Qatars, c'est des gens extrêmement riches. Donc, évidemment, on ne va pas se fâcher d'un point de vue américain avec ces gens-là. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est quand même le rôle assez ambigu du Qatar là-dessus. À la fois, le leader du Hamas vit au Qatar et a fait des conférences de presse et se montre régulièrement depuis le Qatar. Et en même temps, le Qatar est un acteur extrêmement important dans la négociation des otages. Il y a aussi l'Égypte qui est extrêmement important. Avec, on le sait, des négociateurs. Il y a une petite information que j'ai apprise. Il y a des négociateurs qui sont en Égypte, qui ont écrit sur des bouts de papier des mots reçus de la part de certains gouvernements pour les faire passer sur papier par des négociateurs qui connaissaient le Hamas, qui venaient et qui transportaient ces morceaux de papier pour les faire passer dans les tunnels pour dire voilà ce qui se passe. Et donc on est en direct pratiquement dans une négociation où il y a beaucoup de secrets, beaucoup de diplomatie parallèle, beaucoup de spin, beaucoup de communication avec regardez dans cette direction mais ne regardez pas dans cette direction, beaucoup de choses qu'on ne sait pas pour le moment, et aussi le Proche-Orient, c'est-à-dire des gens qui viennent prendre des bouts de papier pour les transporter et les mettre dans les tunnels. Quand vous dites beaucoup de spin, ça veut dire quoi ? Beaucoup de spin, c'est-à-dire que par exemple, moi je pense que le Qatar, on en a beaucoup parlé, mais qu'il peut y avoir aussi dans la région des pays où il s'est passé des réunions dont on a beaucoup moins parlé. Et donc c'est toujours les projecteurs le spin, vers un pays. C'est-à-dire, regardez là, regardez ce verre, regardez tout se passe là. Et ça empêche beaucoup de journalistes curieux de regarder ailleurs. Par exemple, il y a pas mal de gens qui pensent qu'il y a des négociations qui se sont passées aussi dans le sultanat d'Oman. Belih Nabli, on aurait pu imaginer que le Qatar allait être une cible aussi dans les récriminations nées des attaques terroristes du 7 octobre. On comprend pourquoi ça n'est pas arrivé. Oui, c'est clair que si on porte un regard un peu simpliste, un peu manichéen sur ce conflit, on se dit, à partir du moment où le Hamas, branche politique, siège de fait à Doha, eh bien, le Qatar est un complice du Hamas. Le raisonnement, ce raisonnement ne se vérifie pas du point de vue géopolitique parce que les différents protagonistes sont liés et jouent à des jeux beaucoup plus complexes que des jeux univoques ou allant dans un seul sens. Et pour le coup, souligner cette ambivalence du Qatar, qui est réelle naturellement, c'est aussi souligner l'ambivalence de ses partenaires, les États-Unis et Israël en particulier. Oui, il fallait surtout pas trop l'attaquer pour pouvoir l'utiliser et ne pas griller cet axe de négociation. Est-ce que c'est ça ? C'est plus intéressant du côté israélien parce que ça va prendre, de mon point de vue, une proportion de politique intérieure. Parce que cette dimension-là va contribuer à l'après, au débat sur l'après. Pourquoi ? Parce que beaucoup d'Israéliens, je pense, ont découvert finalement la manière dont Benjamin Netanyahou a contribué finalement au fait de pouvoir financer le Hamas pour qu'il puisse gérer Gaza et neutraliser, d'autant mieux, l'autorité palestinienne afin que, in fine, l'option d'un État palestinien ne puisse pas exister. Que ce jeu-là, ce raisonnement-là, finalement, a contribué à la catastrophe du 7 octobre. Et donc, il y a une responsabilité politique de tous les protagonistes israéliens qui ont misé sur le Hamas pour mieux tuer dans l'œuf l'option ou la perspective d'un État palestinien. Et je pense que ça risque d'être un élément du débat. Un enjeu de politique intérieure israélien. Mathieu et ensuite Laurent. J'ai une question de B aussi. Mais pourquoi le Qatar fournit le gîte et le couvert au Hamas ? Parce que c'est une manière de peser précisément, parce que au-delà de ça, est-ce qu'ils partagent les objectifs du Hamas ? Parce que ils sont pas obligés de les accueillir ni de les financer à coup de... Là où ils ont une particularité, le Qatar, par rapport à d'autres acteurs régionaux, c'est qu'ils croient, ou ils ont continué à croire que le conflit israélo-palestinien avait de la valeur stratégique.
ce que ne pensaient plus les autres protagonistes. Donc ils ne partagent aucun objectif du Hamas, c'est juste par le choix de peser dans les négociations internationales. C'est peut-être moins stratégique que idéologique, peut-être. Idéologique, messianique. Si, il relève d'une idéologie islamiste, formellement, mais c'est pas ce qui va expliquer un tel engagement du côté du Qatar. Non, le Qatar a vu un vide politique qu'ils ont comblé, et ce vide, c'était la question la question palestinienne, à laquelle plus personne ne voulait s'impliquer. Ils se sont dit, si on s'implique, on aura un levier pour peser d'autant plus dans la région. Tout le monde veut prendre la parole sur ce thème. Ensuite, on parle des otages binationaux. Laurent Saigne, pour commencer, David Rigolero. Non, très rapidement, lorsque vous dites, et vous le rappelez souvent dans vos arguments, Benjamin Netanyahou est responsable de la montée du Hamas et de ce qui s'est passé et d'une certaine manière est complice d'avoir installé le Hamas, etc. Moi, je voudrais simplement rappeler deux faits. Le premier, c'est que le Hamas a été élu démocratiquement en 2006 avec une population qui était exempte et qui voyait dans le Hamas, qui finançait des mosquées, des écoles, des hôpitaux, un moyen d'essayer de faire quelque chose de Gaza. Et la deuxième chose, et vous ne parlez jamais de ça, c'est la corruption palestinienne. Il y a des dizaines de... Non, il y a quand même beaucoup... J'étais pas là, donc je vous prie de m'excuser. Mais en tout cas, la corruption palestinienne et ces dizaines de millions d'euros, de dollars qui sont arrivés via le Qatar, via d'autres acteurs et qui n'ont pas été utilisés par les Palestiniens. Et la responsabilité de l'autorité palestinienne est flagrante là-dessus. Ce sera d'ailleurs un problème parce que le Hamas, dans sa campagne de 2006, avait fait campagne là-dessus en disant les dirigeants palestiniens ne sont plus crédibles. Ils ont détourné l'argent. Donc votez pour nous parce que nous allons nous intéresser à vos problèmes de la vie quotidienne. Et ça pose une question à laquelle on va essayer de répondre un peu plus tard dans ce débat, de qui pour représenter les Palestiniens dans une éventuelle sortie de crise. David Rigolero. Oui, alors il y a le volet la problématique palestinienne, mais il y a aussi le volet islam politique. Pour répondre à votre question, puisque c'est pas contingent. C'est-à-dire que le Qatar a préempté les dynamiques de l'islam politique, notamment à la faveur des printemps arabes, même si ça a partiellement échoué, mais d'où le lien avec le Hamas, qui est une émanation palestinienne de la mouvance des frères. Des frères musulmans. Des frères musulmans, oui. Donc c'est pas du tout hasardeux, d'où les connexions d'ailleurs avec Erdogan, entre le Qatar et Erdogan, justement. Le Qatar est un soutien déclaré, c'est pas caché, c'est pas occulte, sur le plan idéologique de l'islam politique. En contrepoint justement du wahhabisme, etc., saoudien, qu'on prêtait effectivement, financier, puisque j'évoquais le soutien, et puis médiatique, avec Al Jazeera. Donc c'est pas du tout accidentel. Et de fait, ça met le Qatar dans une situation d'exception par rapport aux autres pays effectivement de la région qui sont engagés dans un conflit anti-frériste. D'où l'isolement du Qatar à partir de 2017 pendant plusieurs années, justement parce qu'il était stigmatisé comme, à tort ou à raison, mais le sponsor de la mouvance des frères. Donc si je résume, proximité, je veux dire idéologique pour simplifier, et intérêt stratégique. Voilà, vos deux arguments finalement se rejoignent. On va parler de ces otages binationaux. Évidemment, leur sort est également au cœur de ces négociations. Il y a notamment 8 Français parmi eux, au moins 8 Français parmi eux. Mathieu, on va s'intéresser à la diplomatie française. Est-ce qu'on peut parler d'un manque de lisibilité ? Mais en tout cas, un paradoxe, c'est qu'ils n'ont jamais été aussi nombreux à s'en mêler et la France n'a jamais donné l'impression de peser aussi peu sur la marche du monde. Vous me direz ceci pour expliquer cela. Mais nous sommes quand même à un moment crucial où l'influence de la France recule en Afrique, n'imprime plus vraiment au Proche-Orient, peine à convaincre parfois en Europe. Et on se demande parfois si elle parle vraiment d'une seule voix. Alors à tout seigneur, tout honneur, c'est évidemment au président de la République de donner le là. La politique étrangère, ça fait partie de ce que Jacques Chaban-Delmas appelait le domaine réservé. Mais en pratique, il ne la conduit pas non plus tout seul et il s'appuie généralement sur un ministre qu'il a choisi et sur ses services, c'est-à-dire le Quai d'Orsay. Alors le moins qu'on puisse dire, c'est que Emmanuel Macron n'est pas des plus partageurs avec sa ministre Catherine Colonna. La diplomate française a ainsi... la diplomatie française, en tout cas, a découvert avec stupeur, par exemple, la proposition présidentielle, vous vous souvenez, de coalition internationale contre le Hamas qui a fait long feu. Tout comme elle n'a pas compris, la diplomatie française, un soutien jugé trop appuyé à Israël, mal passé dans les capitales arabes. Plusieurs ambassadeurs s'en sont d'ailleurs émus.
dans une lettre qu'a révélée Le Figaro la semaine dernière. Est-ce que ça veut dire que le courant passe mal entre Emmanuel Macron et sa ministre? Alors oui, et pourquoi? D'abord parce que c'est pas sa nature. Hein. Emmanuel Macron, il aime le contact direct de chef d'État à chef d'État. Ensuite, il y a traditionnellement des rivalités entre les diplos de l'Élysée et le Quai d'Orsay. Les diplos de l'Élysée ne se privant pas de savonner la planche de Catherine Colonna, bien sûr, sans le dire. Hein. Enfin, Emmanuel Macron juge que sa ministre n'imprime pas dans les médias. Catherine Colonna, pourtant une diplomate chevronnée, hein, elle donne pas dans le spectaculaire, c'est pas des numéros de claquettes à la télé, mais elle rappelle toujours avec une grande clarté et une grande précision la position de la France. Mais tout ça fait sans doute un peu trop ancien monde pour Emmanuel Macron. Dernière humiliation en date, le président de la République a envoyé au Proche-Orient le ministre de la Défense, Sébastien Lecornu, qui est un de ses très proches. Alors on pourrait étayer ce tableau en mentionnant en plus l'activité dans la région de Jean-Yves Le Drian, qui ancien ministre de la Défense, ancien ministre des Affaires étrangères, représentant personnel du président de la République au Liban. Tout ça donne une impression parfois de concert de soliste ou de polyphonie et pas forcément d'orchestre symphonique. En tout cas, pas de quoi déstabiliser Catherine Colonna, si on la croit. On lui demandait ce matin sur France Inter s'il y avait 2 ministres. Écoutez sa réponse. Non, il y a des ministres qui travaillent pour la France, pour les intérêts de la France, sous la conduite du président de la République. Je suis allée moi-même 3 fois dans la région. La dernière fois, il y a une quinzaine de jours. Le ministre des Armées y est retourné, a vu les mêmes pays, mais d'autres interlocuteurs sur la même ligne pour poursuivre les mêmes efforts. C'est ce qu'on appelle une réponse diplomatique, effectivement. Merci Mathieu. Je voudrais qu'on s'intéresse au sort des otages français. Bélir Nabi, on a beaucoup parlé du Qatar. Là, quelles sont les relations de la France avec le Qatar et est-ce que ça peut nous permettre d'espérer que certains otages binationaux français soient dans les premiers libérés? On a de bonnes relations diplomatiques avec le Qatar. Dans les deux sens, je dirais, la France est un producteur et un vendeur d'armes choyé du côté du Qatar. Et le Qatar est choyé également par notre législation du point de vue de ses capacités d'investissement dans notre économie. Donc il y a véritablement là une vraie complicité qui s'est nouée avec les années et qui remonte grosso modo aux années Sarkozy. Et ça n'a jamais été remis en cause. En fait, une vraie continuité, même durant le quinquennat de François Hollande. Et donc ça peut être utile en ce moment? Ah ben oui, bien sûr, dans la mesure où derrière les ambivalences, enfin pas les ambivalences, l'apparente contradiction de notre ligne durant cette séquence a perturbé les relations bilatérales entre le président Macron et le Premier ministre Netanyahou. Parce que finalement, c'est pas très lisible finalement notre position, même s'il y a des mots très forts qui ont été prononcés. Dès lors qu'ils sont prononcés successivement, mais pas dans la même phrase, on ne comprend vraiment plus très bien sur quel pied fonctionne ou marche notre diplomatie. Et donc, la relation avec Israël est traditionnellement un peu complexe, mais là, pour le coup, elle n'est pas très claire, elle n'est pas au beau fixe. Et tant mieux si on a un partenaire qui est à la fois très impliqué dans les négociations et avec lesquels, pour le coup, notre relation est beaucoup plus claire également. Ouais. Julien Baloul, est-ce qu'on sait, est-ce qu'on a quelques noms qui sont déjà sortis des premiers otages qui pourraient être libérés dans les prochaines heures? Alors justement, il y a un instant, le gouvernement israélien a annoncé qu'il n'annoncerait pas ce soir la liste des noms des otages qui seront libérés pour une simple raison, c'est qu'il ne veut pas donner de faux espoirs et jouer avec les nerfs des familles. Ils ont dit, tant que nous ne récupérons pas les otages et que nous n'avons pas l'identification précise et formelle que les personnes qui sont face à nous sont les otages qu'on nous avait annoncés, nous ne l'annoncerons pas aux familles. Toutefois, comme on sait que cette vague de libération concernera les enfants, des femmes, des mamans et des personnes âgés, on a à peu près une idée de qui il s'agit. Parmi eux, il y a un enfant qui s'appelle Eitan, qui est un franco-israélien. Donc il pourrait faire partie de cette première vague de libération. Dès demain, dans les premières heures, je ne sais pas, parce qu'on sait que ça va être fait en plusieurs vagues dans les 4 prochains jours. Et je vous donne une information qui vient de tomber il y a vraiment quelques minutes. La Cour suprême israélienne a rejeté le recours contre l'accord. Très bien, merci beaucoup pour cette information. Effectivement, c'est l'une des premières questions posées dans ce débat. Donc cet inconnu, on va dire, juridique vient d'être levé. C'est important. Alors, il y a beaucoup de pays concernés, évidemment. On l'a déjà dit plusieurs fois sur ce plateau, notamment les États-Unis. Le Premier ministre israélien a remercié directement le président américain pour son implication. On écoute Benjamin Netanyahou.
Ces derniers jours, j'ai parlé à notre ami Joe Biden et je lui ai demandé de contribuer à améliorer le cadre qui vous est proposé. Et il a été amélioré pour inclure plus d'otages à moindre coût. Ces discussions ont été fructueuses. Le président Biden s'est impliqué dans ce dossier et je l'en remercie. Joe Biden qui s'implique, Laurent Saïm. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura plus d'Américains parmi les otages libérés? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est assez... j'essaye de me mettre à la place des familles qui sont dans cette incertitude, mais on va compter combien d'otages binationaux? Quel pays a réussi à faire libérer le plus d'otages Et on est dans une année électorale présidentielle aux États-Unis, hein, donc c'est évidemment Joe Biden joue extrêmement gros sur cette question des otages. Il en fait une priorité. Il y a deux choses qui m'intéressent. Il y a des otages, c'est horrible à dire, et je pense que Julien Baloul et pour tous ceux qui s'intéressent aux otages le savent. Il y a des otages symboliques. Il y a des otages avec des images vidéo qui ont marqué l'opinion publique, et donc on verra par exemple s'il y a une jeune fille qui avait été traînée par les cheveux avec son survêtement gris ensanglanté. Elle s'appelle Nama Levy, si elle sortira ou pas. Pour en revenir aux Américains, on ne sait pas combien d'otages américains le Hamas détient. Il y a eu des briefings qui ont été faits par Jake Sullivan à la Maison-Blanche, par Anthony Blinken, et les chiffres diffèrent. C'est-à-dire qu'il y en a un qui parle de plus de 20 otages américains, il y en a un autre qui parle de plus de 10 otages américains. Moi, ce que je retiens, c'est qu'au tout début, tout de suite après le 7 octobre, il y a deux femmes américaines, une mère et sa fille, qui sont sorties. Elles ont pris un avion immédiatement pour une banlieue de Chicago, Evanston. Depuis, on ne les a absolument pas entendues. Et c'était les deux premières otages qui étaient sortis, avec une négociation au plus haut sommet qui s'était passée entre Blinken, les Qataris, les Égyptiens, les Israéliens. Et sur ces deux femmes, cette mère qui est esthéticienne, peintre, et sa fille, on ne sait rien, elles ont été condamnées au silence. Donc est-ce qu'il y a une négociation parallèle américaine qui se fait sans que peut-être des Israéliens soient au courant pour dire... Est-ce que c'était un autre groupe que le Hamas qui les détenait, ces deux femmes? Mais il y a plein de choses qui se passent. Et en tout cas, d'un point de vue de politique américaine, Joe Biden joue très gros sur la libération des otages américains. Alors c'est dans ce contexte d'incertitude, d'attente que les images des massacres du 7 octobre ont été projetées hier soir au Sénat à l'initiative de Roger Carucci, le président du groupe d'amitié France-Israël. Je propose à Audrey Vetaz de nous rejoindre sur ce plateau. Bonsoir Audrey, avec des sénateurs qui sont sortis bouleversés de ce visionnage. Oui Thomas, un silence de plomb, c'est ce que nous a décrit notre collègue Jérôme Rabier qui était présent à la sortie, des sénateurs qui quittent la salle marqués, choqués, fermés, comme vous pouvez le voir sur les images qu'on va vous montrer. Ils sont 75 à avoir assisté à ces 55 minutes d'horreur à huis clos. Les téléphones portables étaient bien évidemment interdits. Je vais vous proposer d'écouter une réaction, c'est celle d'Olivier Paccaud. Il est sénateur de l'Oise et c'est le seul en fait à avoir accepté de s'exprimer à chaud après le visionnage. J'ai simplement vu jusqu'où l'homme pouvait perdre l'âme. Ni plus ni moins. Il n'y a pas de mots. Voilà, c'est pas des hommes qui ont fait ça. C'est terrible. En fait, ce qui a le plus choqué les sénateurs, c'est la joie des terroristes au moment des exactions. C'est aussi ce que retient le LR Francis Szpiner. Pourtant, il est avocat pénaliste, il a vu des images d'autopsie, il a aussi vu les images des meurtres de Mohamed Merah qui portait, on s'en souvient, une caméra embarquée. Mais le sentiment, après la projection d'hier, est bien différent. Ce qui est effrayant, évidemment, dans ce que nous avons vu hier, c'est l'effet de masse, d'accumulation, et surtout, lorsqu'on voit le crime, mais lorsqu'on voit la joie autour du crime. Il y a quelqu'un qui a parlé et qui a dit que c'était pas humain. Et je pense que malheureusement, c'est très humain. Quand on sort, il faut éviter d'être dans la haine. Parce que quand vous voyez ces images, vous comprenez l'envie de haine et de vengeance. Donc on l'a dit, cette projection était à l'initiative de Roger Carucci. Et alors la question se pose sur la diffusion ou non de ces images. Lui, il a tenu à expliquer pourquoi il avait organisé cette projection au Sénat. C'est la vérité. Beaucoup de sénateurs sont sortis sans voix, complètement sonnés. Oui, un effet de choc. Oui, mais la vérité est parfois très dure à vivre. Et c'était aussi là encore pour que dans l'opinion, on n'oublie pas que le fait déclencheur, c'est un massacre barbare qui s'est passé le 7 octobre. Et qu'on n'est pas dans le côté on vous renvoie dos à dos. Non, il y a quelqu'un qui a initié tout cela.
Et puis je termine avec une information, Thomas. Roger Carucci devrait accompagner le président du Sénat et les différents présidents de groupe en Israël et peut-être à Ramallah, un déplacement qui est prévu les 21 et 22 décembre. Merci Audrey pour ces témoignages et ces informations. Je voudrais qu'on se projette maintenant dans l'après, dans ce qui peut se passer dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. David Rigolet-Rousse, je me tourne vers vous parce que le traumatisme, il faut mesurer le traumatisme du 7 octobre dans la société israélienne. Est-ce que ça veut dire que les soldats de Tsahal ne sont pas prêts de quitter la bande de Gaza, si on se projette dans l'après? C'est effectivement la question du jour d'après, avec un gros point d'interrogation. D'ailleurs, il y a une certaine confusion sur ce qui est envisagé, y compris du côté israélien, puisque il y a plusieurs scénarios qui sont mis sur la table. L'idée d'une occupation, d'une tierce administration, etc. Le président Biden a dit qu'il ne recommandait pas du tout, donc c'est euphémisé, une réoccupation par Tsahal. C'était après que Benjamin Netanyahu ait dit on va s'occuper de la sécurité à Gaza. Parce qu'il y a effectivement l'enjeu sécuritaire, c'est-à-dire ne pas se remettre en situation de pouvoir revivre l'abomination du 7 octobre. Mais en même temps, c'est pas une solution viable. Donc la question d'une autorité palestinienne et refus d'Israël, puisqu'il considère que la dite autorité est disqualifiée, ce qui est vrai concrètement, y compris au sein de sa propre population, d'où la formulation du président Joe Biden sur une autorité palestinienne revitalisée, c'est-à-dire, alors selon des modalités qui restent à déterminer, le fait que l'ONU ait renoncé à prendre en charge l'enclave, et puis alors, évidemment le scénario extrême qui ne sera pas toléré par les Américains, c'est l'expulsion de la bande de Gaza, puisque une ministre, notamment des renseignements du gouvernement Netanyahou, a évoqué le fait que finalement la meilleure solution, ce serait que les pays arabes prennent en charge la relocalisation plutôt que de reconstruire la bande de Gaza. Oui. Allez, il nous reste 2 minutes, je voudrais vous entendre une dernière fois l'un et l'autre, peut-être Bélir Nabli pour commencer. Effectivement, alors on espère que ça va être une première libération d'otages, encore une fois cet accord nous semble fragile. Est-ce que c'est la première étape d'une sortie de crise? Est-ce qu'on peut aller jusque-là? Si on s'en tient notamment aux dernières déclarations du Premier ministre israélien, pas du tout. Pour lui, après cette séquence, ce qui suit, c'est la guerre. Ouais. Donc il n'y a pas d'accord de paix en vue. Je ne parle même pas d'un processus de paix. Je parle vraiment de ce conflit. Pour lui, on termine 4 jours de trêve et on recommence finalement les bombardements sur Gaza. Bon. C'est, de mon point de vue, une forme d'impasse militaire et politique qui n'est pas très surprenante au regard de précédents. Le problème, c'est que ça ne donne pas de perspective ni aux Israéliens, ni aux Palestiniens. Et donc, c'est peut-être ce qui est le plus saisissant. Oui. Avec une question qui est liée à ce que vous venez de dire, à partir de quand les autorités israéliennes, le cabinet de guerre va pouvoir dire le Hamas est exterminé ou vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est l'objectif éradiqué. L'objectif c'est ça. Donc comment on le prouve quoi? Je vais vous le faire en 3 points. Ouais. Premièrement, tant que les otages ne sont pas libérés, rien ne se passera. Il va y avoir peut-être 50 otages libérés sur les 4 jours qui arrivent. Il en restera peut-être 200, voire plus, parce qu'on n'a pas le nombre précis du nombre d'otages. La libération des otages va rester donc la priorité. C'est préalable. Deuxièmement, mais pendant ce temps-là, on continue de faire la guerre. On continue de faire la guerre pour mettre la pression. Je ne sais pas. Je ne suis pas dans le gouvernement américain. Je dis simplement que la priorité va être la libération des otages. Deuxièmement, la carte qu'on voit du Proche-Orient, qu'on connaît, ce n'est plus la carte qui sera dessinée en janvier, en février ou dans 6 mois. C'est une carte qui va être complètement redessinée, qui va être refaite. Comment? Personne ne le sait. Et troisièmement, n'oublions pas, quand on a été sur le terrain, ce que les gens qui vivent au quotidien disent toujours dans cette partie du monde. Ce qu'on prévoit là-bas n'arrive jamais et ce qu'on ne prévoit pas arrive toujours. Voilà, c'est ce que vous apprenez quand vous êtes reporter, que vous couvrez la situation là-bas. Cette phrase, alors c'est toujours dit en anglais, là j'ai essayé de le traduire, mais dans ma tête je pense en anglais. Everything that you think is going to happen will never happen. Everything is unpredictable in this part of the world. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à ce débat ici et en duplex. Évidemment, Julien Baloul et Bélir Nabli. Je rappelle votre livre Relations internationales, droit, théorie et pratique qui est aux éditions Pédon. Et puis Laurence Haïn, votre newsletter Otages sans frontières. Le prochain numéro paraît demain. À bientôt sur Public Sénat.